Aujourd'hui, dans Monumental, je vais vous parler d'Alcatraz. Jusqu'à sa fermeture en 1963, cette prison, située dans la baie de San Francisco, a été considérée comme la plus sécurisée des États-Unis. On ne s'échappait pas d'Alcatraz. Pourtant, un soir de juin 1962, 3 hommes vont tenter de se faire la belle. Frank Morris et les 2 frères Englin, Clarence et John. Se sont-ils noyés? Ont-ils réalisé l'évasion la plus spectaculaire du XXe siècle? C'est l'histoire que je vous raconte tout de suite dans Monumental. Construite sur un îlot rocheux, au beau milieu de la baie de San Francisco, cette ancienne forteresse militaire est une prison fédérale durant près de 30 ans, de 1934 à 1963. On y enferme les pires criminels des États-Unis. Le célèbre mafieux Al Capone y a séjourné durant 4 ans et demi et il s'en souviendra toute sa vie. Car à Alcatraz, les prisonniers vivent l'enfer. Ici, la règle c'est discipline, silence et isolement. La prison comprend 4 blocs cellulaires, A, B, C, D, répartis sur 4 niveaux. Les cellules mesurent 2,74 m sur 1,52 m. Elles sont aussi fermées par une grille qui donne sur le couloir. Aucune intimité. Bon, allez les gars, dépêchez-vous. Vous vous collez au mur. Et je veux voir qu'une tête. Les détenus sont comptés jusqu'à 13 fois par jour. Les couloirs sont surveillés par des hordes de gardiens armés jusqu'aux dents. Les grillages autour de la centrale sont infranchissables. Le bloc D abrite les prisonniers les plus dangereux. On y trouve 6 cellules que les prisonniers ont baptisées le trou. Ils y séjournent parfois de longs mois. Mais plus que la prison elle-même, c'est son environnement qui est réputé infranchissable. L'îlot est cerné par les eaux glaciales du Pacifique. Elles n'excèdent pas 12 degrés. Quant au courant, ils sont si forts qu'ils empêchent de progresser vers la rive. Il est donc impossible de rejoindre la terre ferme à la nage. Accessoirement, la zone est infestée de requins. Vous l'avez compris, Alcatraz est une prison de laquelle on ne s'évade pas. 36 détenus tenteront le coup entre 1934 et 1963. Aucun n'y parviendra. Du moins, officiellement. Car 3 d'entre eux ont peut-être réussi cet exploit. Frank Morris, Clarence Englin et son frère John. Frank Morris arrive à Alcatraz en janvier 1960. Il a été condamné de multiples fois pour braquage à main armée. La prison, c'est un peu sa seconde maison. Seulement voilà, il ne supporte pas d'être enfermé entre 4 murs. À peine incarcéré quelque part, le voilà qui imagine des plans pour s'évader. Frank a fait de nombreuses tentatives dans le passé. Il est même parvenu à se faire la belle d'un autre pénitencier fédéral. Avec un tel CV, les gardiens l'ont à l'œil. Vous me le surveillez celui-là, comme le lait sur le feu. Il s'en méfie d'autant plus qu'il est malin. Son QI dépasserait 130 d'après des tests pratiqués par l'administration pénitentiaire. On le dit capable de détecter le moindre trou de souris, là où les autres ne voient que des murs trop épais. Alors bien sûr, dès qu'il arrive à Alcatraz, Frank Morris analyse son nouvel environnement. Il repère les routines des gardiens, les angles morts et toutes les failles du système. Jour après jour, il met au point son plan. Mais seul, il sait qu'il ne peut pas y arriver. Il doit trouver des complices parmi ses codétenus. 1 an après son arrivée, il sympathise avec 2 nouveaux pensionnaires qui le rejoignent au bloc B. Ils se nomment John et Clarence Englin, 2 frangins inséparables. C'est un hold-up. Ce sont des spécialistes du braquage de banque, et eux non plus n'ont pas l'intention de moisir à Alcatraz. Enfin, les 3 compères se lient d'amitié avec un 4e individu, Allen West, un petit délinquant rusé et débrouillard qui lui aussi ne pense qu'à se faire la belle. Les 4 hommes échangent discrètement durant les rares moments où ils peuvent se retrouver. Le plan prend forme.
Et au printemps 1961, il est au point. J'ai une idée. Maurice, le cerveau, a repéré que chaque cellule possédait une grille de ventilation d'une trentaine de centimètres située juste derrière la cuvette des toilettes. Derrière cette grille, une gaine technique, étroite, poussiéreuse, mais qui mène en théorie sur les toits du bâtiment. Alors, pendant plus de 6 mois, armés de cuillères volées à la cantine, de pièces de ferraille détournées de l'atelier de la prison, les 4 hommes grattent, percent et scient. Chacun œuvre dans sa cellule. B138 pour Maurice, B140 pour West, B150 et 152 pour les 2 frères Englin. Et tous se tiennent au courant de leur avancée respective. C'est un travail lent, fastidieux et bruyant, que les 4 hommes masquent parfois en jouant de l'accordéon avec l'orchestre de la prison. Et pour ne pas éveiller les soupçons, ils installent des faux murs en carton peint à la main pour imiter le béton qu'ils placent devant les bouches durant la journée. Quant aux gravats, ils les cachent dans les poches de leurs pantalons et les évacuent ici et là au cours de la promenade. Les 4 détenus finissent par atteindre la gaine. Mais le plus difficile reste à faire. Construire un radeau capable de flotter sur les eaux glacées de la baie. Il est hors de question de s'enfuir à la nage. Ils n'auraient aucune chance d'arriver vivants sur la terre ferme. Pour cela, Frank Morris a une idée. Ils vont utiliser les imperméables que leur fournit la prison. Les 4 hommes parviennent à réunir plus de 50 pièces, volées ou échangées avec leurs codétenus. Puis, à l'aide d'aiguilles de fortune et de fils récupérés dans l'atelier de matelasserie, ils cousent les imperméables entre eux pour former un radeau gonflable de 2,50 m de long. La confection de l'ouvrage est confiée à John Englin. Les coutures sont ensuite vulcanisées, c'est-à-dire chauffées à la vapeur provenant des tuyaux qui circulent dans la gaine technique. En parallèle, Frank et ses complices fabriquent 3 gilets de sauvetage selon la même technique, ainsi qu'une pompe pour gonfler l'embarcation. Ils utilisent à cet effet un accordéon volé à un détenu. Enfin, pour retarder la découverte de leur future évasion, ils fabriquent des mannequins à l'aide de papier mâché, de peinture et de cheveux humains récupérés chez le coiffeur de la prison. Ils prendront leur place dans leur couchette. En pleine nuit, avec la couverture, les gardiens ne devraient y voir que du feu. La date de l'évasion est fixée à la nuit du 11 juin 1962. La météo est favorable et normalement, ils devraient se retrouver dehors au moment de la marée descendante. Allez, tout le monde dans sa cellule. C'est le couvre-feu. 22 heures, dernier appel. Les gardiens ferment les cellules, les prisonniers simulent le sommeil. 22h30. Il fait silence dans Alcatraz. Frank Morris installe son mannequin dans le lit, retire sa grille et disparaît dans le couloir. Puis, il est rapidement rejoint par John et Clarence. Mais Alan West ne parvient pas à ouvrir la sienne. Elle est bloquée. Il pousse, il tape, il tente de l'écarter, mais en vain. Il restera à Alcatraz. L'évasion se poursuit sans lui. Maurice et les frères Englin s'enfoncent ensuite dans le dédale de conduits situé derrière leur cellule. Désormais, aucun retour n'est possible. Ensuite, les 3 hommes grimpent en silence le long d'un tuyau vertical de 9 mètres, glissant, poisseux, mais qui les mène jusqu'au toit d'Alcatraz. Une fois là-haut, ils sentent le vent qui fouette leur visage. La baie est plongée dans une nuit opaque, mais ils le savent, le danger est partout. Au-dessus d'eux, les projecteurs balaient le pénitencier à intervalles réguliers. À pas de loup, ils rampent sur une trentaine de mètres, épousent le relief du toit, stoppant net dès qu'un faisceau de lumière s'approche trop près. Puis, arrivés à l'angle nord du bâtiment, ils se laissent glisser le long d'une conduite d'évacuation. 15 mètres de descente dans le vide, sans harnais, sans filet. Un mauvais geste, et c'est la mort. En bas,
2 clôtures les attendent, hérissées de barbelés hautes de plus de 4 mètres chacune. Mais rien ne les arrête. D'un geste sûr, ils se faufilent entre les mailles, enjambent les obstacles et poursuivent leur route vers la liberté. Ils rejoignent enfin la rive nord de l'île. Face à eux, les eaux glacées de la baie. Combien leur reste-t-il de temps avant que l'alerte soit donnée? 30 minutes? 1 heure? Ils n'ont pas une seconde à perdre. Ils déplient le radeau et avec leur soufflet de fortune, les 3 hommes gonflent l'embarcation. Ça leur prend une bonne vingtaine de minutes. Puis, ils la posent sur l'eau, embarquent et disparaissent dans la nuit, portés par les courants de la baie de San Francisco. Alerte générale, il manque des détenus. Au petit matin, 3 cellules sont vides. On a des Les évadés. gardiens découvrent les lits occupés par des mannequins inertes. Tout le monde sur Le pont. directeur de la prison est fou furieux. comment Les c'est alarmes possible? retentissent. Vous êtes incapables. L'armée est mobilisée. Des bateaux, des hélicoptères, des plongeurs fouillent la baie. On retrouvera un gilet de sauvetage dégonflé, une pagaie en bois, quelques morceaux de radeau, mais aucun corps. Ont-ils péri, noyés, comme le prétendent les autorités? Certains en doutent. La marée aurait dû rendre les corps, à moins, bien sûr, qu'ils aient été dévorés par les requins. Mais impossible de le savoir. Les semaines passent, puis les mois, et on ne détecte aucun signe de vie des fuyards. En 1979, après 17 ans d'enquête, le FBI ferme le dossier. Les 3 fugitifs sont déclarés officiellement morts. Pourtant, à l'époque, de nombreuses personnes n'y croient pas. On pense qu'ils se cachent quelque part sous une fausse identité. Et ce mystère continue de passionner l'Amérique, si bien que la même année, en 1979, sort au cinéma Les Évadés d'Alcatraz, de Don Siegel, avec Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris. Il relate, point par point, l'histoire que je viens de vous raconter. Puis, les années passent, et peu à peu, on oublie cette histoire. Jusqu'en 2013, où une étrange lettre relance l'intérêt du public pour les évadés d'Alcatraz. Il s'agit d'un courrier adressé à la police de San Francisco. Il y est écrit « Mon nom est John Englyn. J'ai 83 ans. Je suis encore en vie. Frank Morris est mort en 2008. Clarence est décédé en 2011. » Est-ce enfin la preuve qu'ils ont réussi leur évasion? Mais la lettre est jugée non concluante par la police. Trop abîmée, trop tardive, c'est sans doute un canular. Pourtant, des témoins continuent d'affirmer qu'ils ont croisé les frères Englyn au Brésil ou au Mexique. Une photo prise dans les années 1970 montre 2 hommes ressemblant étrangement aux fugitifs. La famille Englyn, pour sa part, en est convaincue. Les frères ont survécu et ont mené une vie discrète, quelque part, loin d'Alcatraz. Malheureusement, nous n'en saurons jamais plus. En mars 1963, quelques mois seulement après l'évasion, la prison d'Alcatraz ferme définitivement ses portes. Trop chère à entretenir, trop vétuste, trop symbolique d'un système carcéral à bout de souffle. Aujourd'hui, c'est un monument historique visité par plus d'1 million de touristes chaque année, d'où l'on sort librement. Mais ultime rebondissement, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il voudrait à nouveau faire d'Alcatraz une prison de haute sécurité. Si elle voit le jour, sera-t-elle à l'épreuve de l'imagination des détenus? Morris et les frères Englyn les inspireront-ils? L'avenir nous le dira.